Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver en ce jour, mercredi, jour des enfants. Et ça tombe bien, nous n'aurons que des adultes autour de la table, mais avec des esprits d'enfants. Et ça, oui, c'est bien aussi, ça c'est bien. On va pouvoir prendre du bon temps, commenter l'actualité avec vous. Et on est ravis de vous retrouver au 0826 300 300. Aude vous attend si vous avez envie de commenter cette actualité avec nous. Ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous ? Bon, écoutez, tout le monde est lumineux aujourd'hui, je trouve. Ouais, absolument. Et ils sont superbes impairs. Ah oui. Ah, merci. Vous savez pourquoi c'est le jour des enfants ? Parce qu'on ne peut pas manger tous les jours la même chose. Ah. Voilà. Donc aujourd'hui, nous mangeons des enfants. Voilà. Ça démarre bien cette émission. Et puis on a une régression infantile à Vraies Voix. Voilà. En ce qui me concerne, Bon, Philippe, elle est pas nouvelle. Non. Chez moi, elle chez vous, non. Chez vous, si, je t'assure. Le problème, c'est qu'on avait commencé à 18 ans, on tombe à 2 ans. Là, donc, à un moment donné, voilà, plus ça va. Oui, ça me fait penser à un livre de science-fiction. La fille perdait un jour chaque jour. Voilà, c'est ça. Bah, nous, on perd une année chaque jour, donc inutile de vous dire qu'à la fin de l'année, ça va être un peu compliqué. Allez, au sommaire de cette émission, fin du vote à l'unanimité pour la politique étrangère en Europe. La France doit-elle suivre Olaf Scholz, qui, le chancelier allemand, relance donc cette offensive sur les prises de décision au niveau européen et défend un vote à la majorité plutôt qu'à l'unanimité pour la fiscalité et la diplomatie des 27 de l'Europe. Une évolution incontournable, selon lui, dans le cadre d'un élargissement des nouveaux membres, Philippe. Oui, Cécile, ce n'est pas l'unanimité qui crée la plus grande légitimité démocratique possible, je cite. Alors une position entièrement partagée par la France et Emmanuel Macron qui défend depuis longtemps ce projet pour mettre fin à l'obstruction de certains États membres, alors même qu'Olaf Scholz veut élargir, il l'a dit hier, aux pays des Balkans. Alors est-ce que pour vous, il faut passer à l'unanimité, quitter l'unanimité pour passer à la majorité qualifiée, on vous expliquera ce que c'est, ou est-ce que, parce que c'est une Europe fédérale pour laquelle vous êtes partisan, ou est-ce que vous voulez par exemple que la France garde son droit de veto comme elle l'a fait pour ne pas faire la guerre en Irak en 2003? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Fin du vote donc à l'unanimité pour la politique étrangère en Europe. Et ben vous dites non à 88%. Et puis la loi sur le numérique, peut-on encadrer la parole sans toucher à la liberté d'expression? Le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a présenté ce matin au Conseil des ministres la loi numérique visant justement à cette sécurité Internet. Entre autres mesures, le blocage des médias de propagande sur Internet et la haine en ligne avec des mesures coupe-points, Philippe. Oui, contre la haine en ligne, il revient aux réseaux sociaux de suspendre les comptes des jugés, de leur interdire la création de nouveaux sur une période de 6 mois à 1 an en cas de récidive. Pour le blocage des médias de propagande, l'Arcom a le pouvoir, c'est l'ex-CSA, a le pouvoir de stopper la diffusion des médias interdits à l'échelle européenne pour propagande ou ingérence étrangère. Est-ce que vous pensez que c'est liberticide? Est-ce que vous pensez que maintenant, il y aura une liberté d'expression sous surveillance? Est-ce que ça vous choque? Ou est-ce que pour vous, il faut mettre beaucoup de garde-fous? Ou au contraire, pouvoir tout faire comme aux USA? Dans tous les cas de figure, le numéro est le même, le seul et unique. Le 0826 300 300. Et donc, peut-on encadrer la parole sans toucher à la liberté d'expression? Vous dites non à 88%. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Et on commence par le président de l'Institut de la Parole. J'ai nommé Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir. Et en plus, il était surpris. Oui, parce que je me disais, ça y est, on va me donner la parole. Et donc, je croyais qu'on avait bouleversé l'émission. Pas du tout, pas vous. Oh non, on commence toujours. Pour un conservateur, il ne faut pas faire de surprise. C'est vrai, je sais. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Comment ça va, Elisabeth? Bonsoir, Elisabeth. Bonjour. En beauté, Elisabeth Lévy, comme d'habitude. Merci, oui, j'ai bien fait de venir. Non, toujours très bien habillé. Ah oui. Olivier d'Artigol, c'est pareil, toujours très bien habillé. Éditorialiste. Non, mais il faut savoir que Olivier d'Artigol. Il veut des compliments sexistes, Cécile, faites-lui. Il ne s'habille pas en bas, il ne s'habille qu'en haut, c'est un monsieur trop. Vous voyez, à la télévision, à la radio, il ne porte jamais de pantalon. On dirait un présentateur de TF1. C'est vrai que vous avez un petit côté, vous pourriez faire le 20h de là, TF1. je m'assure, il est beaucoup plus beau que tous les présentateurs qui se sont succédés sur TF1. Ça commence trop bien. Non, mais je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Ça va retomber. N'hésitez pas à nous le dire. Et notre ami Damien qui nous appelle aux 0826 300 300, notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Bonsoir Damien. Bonsoir Damien.
Bonsoir. Quoique Damien, on vous aimera tout de même. Ouais. Ah, Oh, c'est beau. Et qui nous appelle de Gironde. Ça va, Damien? Très bien, merci vous-même. Bah écoutez, très Ça va bien. très bien. On On est adore ravis. les Girondins. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes pour Bordeaux, j'imagine? Oui, enfin oui, par défaut. Bon, c'est un peu glorieux en ce moment, mais oui. Ah forcément. d'accord. Ah oui, ils ont perdu au Stade Toulousain dimanche dernier. Oui. C'est sûr. Il y a eu des meilleures périodes pour Bordeaux. Ouais. C'est vrai. En tout cas, vous restez avec nous, Damien. Vous êtes notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Vous allez jouer, bien entendu, contre l'une de nos vraies voix aujourd'hui. Avec un Kikadi d'un autre monde. Ah, d'un autre monde. Oula. Et notre Olivier va gagner. déclaration du jour, écoutez. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. C'est la première déclaration de François Mitterrand le 10 mai 1981. Voilà, 42 ans aujourd'hui. 42 ans aujourd'hui. Voilà. C'était Mitterrand, comme dirait un homme de C'était droite. Mitterrand. Oui, c'était Mitterrand. Voilà, et c'est Oui. sa première Moi, je dirais déclaration. ça, c'est pas, excusez-moi. C'était Euh, non, il a été élu le 10. Oui, 80, mais 42 ans, pardon. mais c'était Je suis complètement à la ramasse, le pardon. 11 mai, sa première Ah oui, déclaration. dis donc. Voilà. Voilà. Oh là là. Quand c'est le nous. portrait Ouais. arrive sur les écrans, ligne par Ah ligne. oui. Ouais, ouais, la modernité. Oui. Ah ouais. On a gardé cette C'est image. Et dingue. Non, mais c'est surtout- le haut pouvait être trompeur. Ouais. Oui, c'est vrai que le haut était trompeur parce qu'ils C'est avaient une légère calvitie. Non, mais c'est surtout, malheureusement, rappelez-vous ce qu'on croyait, ce qu'on pensait, Les rappelez-vous, Charrusses, les Charrusses. rappelez-vous, non, mais même en dehors Ça des passe charrusses, nos maintenant. illusions Oui. sur ce qui allait se passer, ça allait être le Oh, passage de l'ombre et la lumière, et puis on a été servis, franchement, Oh, il y a eu d'autres on a été servis. Je vous dis, Un truc, je vous avais dit qu'elle démarrait bien cette Ah oui. émission. Pendant 2 ans, ça a été. Voilà. Le problème, c'est qu'il y en a eu 14. Oui, mais après, ça allait mieux. Ah oui, et puis pendant 2 ans, vraiment super, on a fait le socialisme dans un seul pays, ça a très bien marché comme Et ça. moi, j'ai envie de dire bonne fête, Olivier D'Artigol. Heureusement, Après ce il y qu'il avait vient de dire. quelques ministres de bon sens. 4. C'est bon, on peut y aller? Oui, oui, mais enfin, la Allez. gauche regarde cette période-là et beaucoup de nostalgie aujourd'hui. Ouais, On pas regarde- toute la gauche. On regarde sa situation. Les amis, Oui, on a beaucoup de c'est vrai. retard. Tout de suite, le réquisitoire du Pour procureur. changer. Bon, il va être. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Je vais vous rappeler votre réquisitoire. Vous voulez requérir contre les stratégies trop compliquées pour espérer prendre le pouvoir. Vous pensez à Laurent Wauquiez. Je vais être d'autant plus bref, Cécile et Philippe, que c'est seulement dans le point de demain qu'on aura l'entretien complet avec Laurent Wauquiez. Mais je voulais requérir contre ces gens qui mettent en œuvre de manière ostentatoire des stratégies, recul, bienveillance, comment dirais-je, pas de comédie politicienne, et qui espèrent comme ça être élu président. Je pense que c'est ridicule, ça ne sert à rien. Pour être président un jour, il faut faire de la politique et de ne pas se cacher sous la table démocratique. Laurent Wauquiez ne cesse de se défiler depuis la déroute de LR. Il fuit les élections intermédiaires ou internes au parti. Il s'est défilé sur les retraites. Pour ma part, je ne le choisirai pas, si je suis encore là en 2027, sur son caractère. Ah, Je d'accord. suis totalement. Si, bien je sûr suis- que vous serez là. Mais Les Je amis, suis totalement les amis, 20 d'accord secondes avec à le vous deux. procureur. À force d'enjamber, on est présent d'une part. Et je pense que le peuple aime bien les politiques qui ont des cicatrices aussi un peu. Il n'en a pas. Vous Il passe auriez qu'il veut pu pas. Ah bah dire si, il en autre a, chose. et il en a. Non, Oui. mais là où je serais peut-être un petit peu moins sévère. Là où je suis d'accord avec Philippe, c'est que toutes ces finasseries, à un moment, n'ont pas comme objet la France. Son objet, c'est de se dire, est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que si machin, des calculs auxquels on comprend Faut y pas aller, faut pas grand-chose. y aller, quoi. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut surtout que l'ambition, ça doit pas être de savoir si tu vas battre X ou Y ou Z, ça doit être de savoir ce que tu veux pour ton pays quand La même. conviction, c'est ça. Oui. La conviction Et- pure et simple. Bah, et j'ai c'est réveillé intéressant. Olivier. Olivier, il parle des cicatrices précisément Wauquiez dans l'entretien. Et ben voilà, vous restez avec Très nous. intéressant. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous. 3 mots dans l'actu et on reviendra sur notre premier débat. La fin du vote à l'unanimité pour la politique et l'étrangère. En Europe, la France doit-elle suivre Olaf Scholz? On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et les vraies voix Sud Radio, elles sont là autour de nous avec Philippe David jusqu'à 19h avec aujourd'hui Philippe Bilger, bien entendu, Elisabeth Lévy avec Olivier d'Artigol et vous au 0826 300 300, Damien, notre vraie voix auditeur, mais vous avez la possibilité, bien entendu, de commenter l'actu avec nous et nous vous en remercions et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dans quelques instants, on reviendra sur la fin du vote à l'unanimité pour la politique étrangère en Europe. La France doit-elle suivre Olaf Scholz? Pour l'instant, vous dites non à plus de 80% et donc continuez de commenter sur notre compte Twitter. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont revirement, deuil et pistolet. Un projet de loi immigration dès juillet, annonce la Première ministre, elle qui avait repoussé le sujet à l'automne pour ne pas diviser le pays. Une précision sur la méthode et non pas un revirement, précise le gouvernement. L'agence France Presse et le journalisme en deuil. Arman Soldin, 32 ans, a succombé à une salve de roquettes russes alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine. Et puis la réapparition improbable d'un vieux pistolet de Pinochet. L'arme du dictateur chilien avait disparu en 2014. Elle a été retrouvée en possession d'un ado de 15 ans lors d'une banale opération antidrogue. Les vraies voix Sud Radio. Ceci n'est pas un revirement, qu'on se le dise. La Première ministre demande au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de présenter dès le mois de juillet un projet de loi sur l'immigration en Conseil des ministres. La même Elisabeth Borne qui, il y a 2 semaines, annonçait repousser ce dossier à l'automne. Ça n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Et finalement, ce sera dès le mois de juillet. Gérald Darmanin remporte les arbitrages internes, lui qui tient sa loi immigration. Évolution de calendrier justifiée tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres. À l'heure où, par exemple, la droite parlementaire est en train de formuler ses premières propositions sur une loi immigration, eh bien, il est normal que nous puissions engager la discussion, l'échange avec eux. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet, à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne. Donc il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement. Voilà, une précision, pas un revirement. En tout cas, c'est désormais l'examen parlementaire donc de ce projet de loi immigration qui est prévu à l'automne et non plus la présentation en Conseil des ministres comme ça avait été annoncé il y a 2 semaines. Philippe Bilger, est-ce que le gouvernement sait encore où il habite sur ce sujet? Mais j'allais me le demander parce que je ne suis pas loin d'admirer les louvoiements qu'il faut pour justifier toutes les incohérences. Là, il faut de l'art à 15 jours près. On avait une loi. Alors quelle cacophonie depuis l'annonce des 100 jours sur ce dossier-là. Nous verrons quels sont les arbitrages rendus après une pseudo-concertation, on sait comment les choses se passent. Mais surtout, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte-là, puisqu'il y a une poussée, une charge venant de LR et de Ciotti sur ces sujets-là qui déposeront. LR déposera sa proposition de loi. Et il y a très certainement au bout du chemin 49-3. Alors il y a quand même un paradoxe qui ne vous échappera pas, mes chers amis, c'est que c'est un des sujets sur lesquels, contrairement à ce qu'a dit Madame Borne, qui veut organiser des débats sur les choses qui ne divisent personne, comme ça c'est des débats très cadrés, mais contrairement à ce qu'elle dit, c'est un sujet bien sûr où tout le monde n'est pas d'accord, mais où il y a quand même en France, dans la société, disons une majorité qui est plutôt d'accord sur ce qu'elle veut. Donc déjà, ça devrait être une base assez solide pour avancer. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que de leur considération pour revirer, comme nous l'a dit Félix, eh bien, il n'y a que des considérations politiques de leur majorité. Est-ce qu'il faut faire des risettes à la gauche, à la droite, au centre? Mais est-ce que la France a besoin d'un projet de loi sur l'immigration? Alors ça, c'est pas le sujet. Ouais, comme ça, c'est réglé. Allez, il était âgé de 32 ans, un journaliste de l'agence France Presse est mort hier en Ukraine. Arman Soldin donnait à voir au monde un conflit auquel il a lui-même succombé. Hier, le journaliste français d'origine bosnienne se trouvait avec des militaires ukrainiens près de Bakhmout, ville assiégée à l'est de l'Ukraine. Lors de l'attaque de roquettes russes, il s'est couché au sol pour tenter de se protéger, mais il a été mortellement touché. Les reporters
experts des agences de presse avec leurs dépêches, leurs informations, leurs vidéos fournissent une matière première quotidienne à tous les grands médias. Phil Chetwynd et Fabrice Fries, directeurs des informations et PDG de l'agence France Presse, ont pris la parole tout à l'heure lors d'un hommage à Arman Soldin dans les locaux de l'agence France Presse. Même si on s'habitue à travailler dans des circonstances très difficiles, dans des guerres, dans des conflits, etc., quand ça arrive, c'est toujours très 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 choquant. Je pense que tout le monde est... C'était une journée très très dure pour nous hier. Une pensée particulière pour les équipes de Kiev, pour celles de Varsovie, pour celles de Londres, d'où venait Arman, pour tous les envoyés spéciaux qui sont allés sur le front depuis le début du conflit. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna rend hommage à Arman Soldin, saluant son courage, le travail des journalistes en Ukraine pour que nous connaissions la réalité des faits, dit-elle. Des hommages aussi du Premier ministre britannique ou encore du ministre ukrainien de la Culture. Un mot. Les journalistes s'auto-congratulent trop volontiers et tout à coup, la mort d'un journaliste, parce que c'est un métier qui peut être tragique, remet tout de même le réel au cœur de tout ça. Elisabeth Lévy. Oui, alors moi j'ai déjà couvert des conflits, notamment en Yougoslavie, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a souvent du danger dont on n'a absolument pas conscience. Il y a une sorte d'excitation quand on est sur un terrain comme ça, il ne faut pas le nier. Je veux dire, dans la guerre, en plus, les relations humaines sont très paroxystiques. Vous vivez toujours des choses que vous ne vivriez pas dans d'autres circonstances. Donc il ne faut pas croire que quand on y va simplement pour le grand sacrifice de l'information. On y va aussi parce que c'est passionnant, c'est excitant, on fait des rencontres, on voit des choses qu'on ne verrait pas, on touche à des choses qu'on ne verrait pas, et voilà, et oui, ça peut se terminer, mais de fait, on n'y pense pas forcément, même quand on entend les balles siffler. Hein. Olivier d'Artigol. Oui, cette ville où il a été atteint, c'est le hachoir à viande, tellement la guerre est violente là-bas. Et pour l'histoire personnelle, sa mère avait quitté Sarajevo pour retrouver la paix en France. C'est quelle ville où il est mort? Bakhmout. Et bien sûr, il faut parler de ces métiers-là, de journaliste. Surtout pour les images. Pour les images, pour les photos, pour l'ensemble des... C'est le 11e journaliste mort depuis le début du conflit. Juste je disais pour les images, parce qu'en réalité, quand vous écrivez, moi, quand j'étais sur ces terrains, c'était toujours pour écrire. Vous pouvez quand même... Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le front pour avoir l'image, justement. Vous pouvez rester à distance, on peut vous le raconter. Non, mais même sans rester à l'hôtel, vous n'êtes pas obligé d'aller là où c'est le plus dangereux. Quand vous écrivez, il faut être honnête. Mais quand vous faites des images, ces images que tout le monde veut voir, ou tout le monde veut qu'on lui amène la guerre chez lui, mais ces images, eh bien ça, c'est très dangereux. Oui. Parce que... et je dis une chose très courte, il y a eu un tweet très touchant du Stade Rennais, je l'ai appris, il a porté le maillot des jeunes du Stade Rennais en U13 et en U15. Ah. Il y a eu un très beau tweet du Stade Rennais, oui. Allez, et en fait, effectivement, il était en charge de centraliser les vidéos, très précisément pour l'agence France Presse. C'était sa mission. Et on termine par une étonnante histoire. Un adolescent de 15 ans arrêté au Chili en possession d'un vieux pistolet d'Augusto Pinochet. Oui, c'est assez improbable. La police a retrouvé l'arme gravée du nom du dictateur lors d'une opération antidrogue dans le sud du Chili. Elle était disparue en 2014, cette arme, dans la capitale, Santiago du Chili, à plus de 870 km de là, c'est déjà pas mal. Plus de 800 km de là, le pistolet de Pinochet était en possession d'un adolescent de 15 ans, figurez-vous. Alors pour échapper à la police, vendredi, il l'a jeté dans la cour d'une maison en même temps qu'un sac rempli de drogue. La police a donc récupéré cette arme historique et arrêté l'adolescent au passage pour possession illégale d'une arme à feu, tentative de meurtre. Alors maintenant, les procureurs chiliens enquêtent pour savoir si l'arme a été utilisée dans d'autres actes criminels depuis qu'elle a été volée, notamment après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux au Chili, une vidéo qui montre une fusillade dans laquelle le pistolet de Pinochet aurait été utilisé depuis qu'il a été volé en 2014. Incroyable. Vendu aux enchères, elle fera combien, Cécile? Ça, c'est dingue. Bonne question. Écoutez, je ne sais pas du tout. En tout cas, merci beaucoup Félix Mathieu. Et vous restez avec nous, on va parler Europe. Et grâce à Olaf Scholz, qui propose la fin du vote à l'unanimité pour la politique étrangère et puis la fiscalité en Europe, la France doit-elle suivre ses conseils? Pour l'instant, vous dites en majorité non à 92%. 0826 300 300. Aude vous attend et nous aussi. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe David, bien entendu, Philippe David est là. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous, ou David Cécile? Philippe. Ça aurait pu être à l'inverse. On m'a souvent appelé par mon nom de famille, ça me gêne pas. Non. Ça me fait plus rien. Monsieur David. Oh, non.
Madame de Ménibus. Bonjour. Ah oui, j'aimerais bien Monsieur Bilger, Madame Lévy, Monsieur Voilà. D'Artigol, Monsieur Philippe, Monsieur David. Oui. Monsieur David. C'est un en tout peu cas. pompeux quand même. Hein. Oui, c'est Moi, Monsieur on peut dire Madame Babette pour moi, si vous voulez. Madame Babette. Vous avez des surnoms dans la Qui vraie vie serait Goliath? Hein qui a des surnoms dans la vraie vie? Babette, Ah mais toi j'ai en horreur les surnoms. Moi j'en ai eu Et plein. j'en utilise pour mes enfants, mais j'ai toujours eu ça en horreur. C'est vrai? Oui, moi je connais un des surnoms, mais je ne dirai rien. Pourquoi Olivier a un surnom? Oh, c'est mignon, mon c'est comme petit-fils tout m'appelle Papou. Oh, c'est mignon. C'est hyper mignon. Et je Mais connais vous- un grand-père aussi qui se fait appeler Papou. C'est pas très original, mais c'est joli. Mais vous n'avez pas l'âge d'être grand-père. Ah si, Ah bah si. Ah bon Si, j'ai 50 ans. C'est un petit côté très doux, Bah, très, 50 ans, très hein. joli, Papou. qui vous va à la Mais c'est dans la Je tête. n'aurais pas dû dire ça. Mais Papou, c'est dans la tête. Oui. Oui. La prochaine fois que vous serez C'est une sur- blague à référence. hein. Vous Pardon, avez vu Philippe. comment Cécile de Pardon, Ménibus me Philippe. regarde différemment depuis 15 secondes. La prochaine fois que je vous vois sur CNews, je me dis oh Papou. Ouais, bah, la demande en mariage est annulée. Voilà. Cécile de Elle Ménibus veut vient pas de épouser commander un mon grand-père, hein. déambulateur, c'est fini. Je crois que Philippe voudrait reprendre l'émission. Voilà. Papounet, je vous laisse. On vous laisse Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États. Nous pouvons faire le choix de l'espoir, le choix de la France et de l'Europe ensemble. On m'objecte souvent que c'est moi qui mettrai en péril l'Europe parce que je voudrais la quitter, je ne sais quoi. Mais c'est pas moi qui fais partir les Anglais. Je considère que la sortie de l'Union européenne est évidemment un choix extrêmement engageant pour la France. C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Quoi qu'il en soit, que feraient les Européens sans Europe? La Confédération européenne me paraît plus que jamais nécessaire. Et en tout cas, hier soir au Parlement européen pour la journée de l'Europe, le chancelier allemand Olaf Scholz a déplaidé pour le vote à la majorité plutôt qu'à l'unanimité pour les décisions relatives à la politique étrangère en Europe. Pour lui, un objectif, mettre fin à l'obstruction de certains États membres, un projet partagé depuis longtemps, visiblement par Emmanuel Macron, Philippe. Oui, Cécile, Emmanuel Macron qui justement il y a un an défendait cette idée au nom d'une Europe, je cite, plus efficace. Pour l'heure, 9 pays dont la France et l'Allemagne sont pour le projet. Parmi les plus réticents, la Croatie, la République tchèque ou encore les États baltes. Seulement pour élargir, pour faire valider ceci, il faut l'unanimité. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que l'Europe fasse toujours ses choix à l'unanimité ou à la majorité simple ou à la majorité qualifiée? On rentrera dans les détails. Venez nous le dire, dans tous les cas de figure, au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites un grand non à 92%. Pour en parler, Jérôme Quéré est avec nous, délégué général du mouvement européen France. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue, Philippe Bilger. Visiblement, Emmanuel Macron se serait en accord avec Olaf Scholz. Est-ce qu'à un moment donné, il faut s'émanciper de toutes les décisions allemandes? Cécile, encore une fois, pardon de commencer souvent comme cela, même aux vraies voix, n'ayant pas la science infuse dans ce domaine international, je dis tout cela avec beaucoup de précaution. Il me semble que le bon sens et l'efficacité commandent d'être d'accord avec le chancelier Scholz, approuvé par Emmanuel Macron. Parce que je vois mal comment, au nom de logiques différentes, avec des rythmes qui sont très variés, on pourrait arriver à une unanimité efficace dans le domaine de la politique étrangère. Je trouve que cette idée est bonne. Alors peut-être sera-t-elle démentie par notre invité. J'attends avec impatience la chose. Elisabeth, tu veux réagir? Ah oui, moi je suis en total désaccord avec cela. Alors, une chose est sûre, une Europe à 30... En réalité, ça ne peut plus tellement marcher du tout, parce que ça ne peut pas marcher avec le principe de l'unanimité, mais je vous rappelle... Déjà que ça ne marche pas à 27. Voilà, non, oui, mais ça ne peut pas marcher avec le principe de l'unanimité, parce que on n'est jamais unanime, mais d'un autre côté, si vous voulez, personne n'a décidé, en tous les cas, aucun peuple n'a décidé de faire le grand saut fédéral dans l'inconnu, parce que comme l'a dit Philippe, passer de l'unanimité à la majorité, ça veut dire qu'on passe dans une Europe fédérale. Ça veut dire que nous sommes embarqués dans des décisions qui ne nous conviennent pas. Et en matière de politique étrangère, ce qui doit nous guider, ce sont des intérêts. Parfois, nous avons des intérêts communs
Avec les Allemands, c'est de plus en plus rare, à vrai dire, mais nous avons pas beaucoup d'intérêts communs avec l'Italie, contrairement à ce que croit Monsieur Darmanin, ou avec l'Espagne, avec les pays du Sud, nous avons beaucoup d'intérêts. On peut très bien faire des majorités d'idées sur tel ou tel sujet, si vous voulez, mais passer dans une Europe où nous perdons notre souveraineté alors que nous avons voté, je veux dire vraiment pour dire que nous ne voulions pas le faire, c'est encore vouloir nous faire avaler un changement là qui n'est pas un petit changement, un changement majeur, subrepticement. Et pour finir, je dirais une dernière chose, quand les Allemands nous proposent quelque chose, instinctivement, vu ce qui s'est passé en Europe depuis 50 ans, je dis non. Ou plutôt Nile. Oui, mais il faut définir de quelle Europe nous parlons. Est-ce que c'est l'Europe du marché unique? Est-ce que c'est l'Europe politique? Il faut bien voir que dans ce paysage-là, certains poussent à un nouvel élargissement qui irait d'une Europe de 27 à 37. Et qu'on ne peut pas faire comme si cette discussion avec les Allemands se menait dans un ciel serein. Ils contestent aujourd'hui notre nucléaire. Je pense que les États-nations doivent pouvoir décider souverainement de leur mix énergétique, de la nature de ce mix énergétique, qui est pour nous une question de souveraineté, mais aussi de choses très, très importantes concernant l'énergie. Il y a aujourd'hui une zone de tension entre la France et l'Allemagne sur la vision européenne et sur la manière dont ça peut fonctionner, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Et puis, il y a eu le verbe haut d'Emmanuel Macron depuis 2017. On se souvient de la Sorbonne, on se souvient de l'Acropole. Mais en fait, quel est son bilan aujourd'hui dans le rapport de force qu'il fallait établir avec nos partenaires? Jérôme Quéré, est-ce que finalement le chancelier allemand a raison de se dire que sur certains points, il faut réformer l'Union européenne? Oui, parce que l'Union européenne, elle ne peut pas être parfaite, rien ne l'est. Et c'est pour ça que beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques se mobilisent pour la transformer dans un sens ou dans l'autre, hein, bien sûr. Chacun de sa position. Mais là, le chancelier allemand se rapproche de la position française. La France, depuis longtemps, pas uniquement sous Emmanuel Macron, mais notamment sous Emmanuel Macron, a envie que l'Union européenne se saisisse plus des affaires étrangères, notamment dans un monde en plein bouleversement, avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Et donc on voit que là, l'Allemagne se rapproche des positions françaises. On aurait tort de critiquer pour une fois que l'Allemagne est en phase avec nous sur ces questions-là. L'Allemagne souvent a freiné des cas de fer concernant la politique étrangère. Elle ne voulait pas que l'Union européenne s'en saisisse parce que, de par son passé aussi, était mal à l'aise sur la scène internationale. C'est fini désormais, et heureusement, puisque mettons le passé derrière nous, on s'est réconciliés. Et aujourd'hui, l'Union européenne, il y a beaucoup d'attentes envers elle, de par les citoyens, de par le monde aussi, notamment sur la situation en Ukraine. Alors, je reprends ce qui a été dit. Ça nous arrive d'être d'accord à l'unanimité, notamment en cas de changement des traités, sinon on ne change pas les traités. Aussi à l'égard des sanctions, à l'égard de la Russie, il y a unanimité pour ces sanctions à plusieurs reprises, notamment pour le renforcement des sanctions. Mais en effet, si on laisse l'unanimité partout, on va avancer moins rapidement, on sera moins efficace, ça va sous le sens. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être plus efficace ensemble sur les questions d'affaires étrangères dans un monde où la Russie est belligérante, où la Chine prend toute sa place et on a du mal aussi à se positionner par rapport à la Chine. Est-ce qu'on a une position commune ou pas? Ce qui est sûr, c'est que la France seule, elle ne peut pas faire grand-chose par rapport à la Chine ou par rapport à la Russie. Elle ne peut pas faire grand-chose par rapport aux GAFAM, etc. Et si on revient sur l'unanimité en politique étrangère, ça nous permettra peut-être aussi de revenir sur en matière fiscale. Parce que la France aimerait bien que l'Irlande et le Luxembourg, les Pays-Bas, abandonnent leur veto, puisqu'on aimerait bien taxer les GAFAM. Non mais excusez-moi, mais on a peut-être envie d'être plus efficace, mais pas en sacrifiant notre liberté fondamentale, qui est de décider collectivement, d'accord, de notre destin comme communauté politique. Il n'y a pas de communauté politique européenne, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'institution européenne qui serait responsable, de gouvernement qui serait responsable, tout ça n'existe pas, il n'y a pas de... Donc, je suis navré, ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, au nom de l'efficacité, il faudrait renoncer à cela, et par ailleurs, vous avez raison de dire que c'était l'idée d'Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs une de ses seules, enfin, sa plus solide conviction en réalité. Sauf qu'Emmanuel Macron a été élu président de la France, pas de l'Europe, et que les Français n'en veulent pas de son Europe fédérale. Peut-être à un moment, ça devrait quand même être un argument à prendre en compte. Philippe Bilger. Est-ce que
Papou, vous avez raison. Mais monsieur le délégué général, pour être sérieux, est-ce que on peut dire que la règle de l'unanimité a du sens à partir du moment où tous les États n'ont absolument pas la même vision de politique étrangère? Et il y a même des différences radicales dans la vision de certains d'entre eux par rapport à d'autres. Est-ce que rien que cela, ça ne justifie pas qu'on mette en cause la règle de l'unanimité? Ça me paraît une évidence. Et est-ce que ça nous ferait entrer nécessairement dans le fédéralisme? Jérôme Quéré. Alors, on a déjà des politiques fédérales, notamment la monnaie unique, l'euro, et ça, les Français plébiscitent cette monnaie. Donc, il y a déjà des politiques fédérales. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne est un État fédéral? Non, parce que l'Union européenne n'est pas un État. Si on renonce à l'unanimité en matière de politique étrangère, on ne devient pas un État fédéral, puisque on ne s'est pas proclamé État. Donc, on ne deviendrait pas une Union européenne fédérale. C'est qu'on ajouterait une politique fédérale parmi d'autres, notamment l'euro. Donc, le grand saut fédéral, c'est pas pour tout de suite. Si jamais on est d'accord sur cette unanimité. Il faut quand même l'unanimité pour renoncer à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les gouvernements européens devraient être d'accord. Il ne suffit pas de l'Allemagne et de la France. Ça, c'est déjà prévu dans les traités. Et donc ça, c'est la démocratie. On s'est engagé internationalement avec des textes. Il y a une règle, on la respecte. Si jamais la Hongrie ou la Pologne ne veulent pas, ou les États baltes ne veulent pas renoncer à l'unanimité, on respecte leur choix. L'idée, c'est d'avoir les arguments pour les convaincre, et si on n'arrive pas à les convaincre, on respecte leur choix souverain. Puisque ce sont nos gouvernements qui nous représentent. Donc c'est normal aussi qu'ils aient la légitimité pour nous engager. Vous êtes pour l'unanimité, vous êtes contre. On attend vos appels au 0826 300 300. Olivier D'Artigol. J'espère que l'année à venir, on aura des élections européennes en juin 2024, permettra vraiment un débat de qualité réellement respectueux des avis des uns et des autres, qu'on ne tombera pas dans certaines outrances, celle du camp présidentiel consistant à dire que nous sommes à nous seuls l'Europe et le camp de la raison, parce que nous avons vraiment besoin d'instruire sérieusement ce sujet-là, qui est un sujet important. Dans les commentaires qu'on a eus, on a oublié l'OTAN. On a vu aujourd'hui combien l'Europe politique et l'Europe de la défense n'existaient pas et que l'OTAN avait pris l'ensemble de la place. J'espère qu'on aura aussi un débat là-dessus. Et encore une fois, nous avons des dossiers très sévères, très importants aujourd'hui, qui font un dissensus majeur au sein de l'Europe entre la France et l'Allemagne. Oui, et pour ajouter quelque chose à ce que dit Olivier, il me semble que dans ce cas-là, l'unanimité signifierait que c'est le rapport de force qui va déterminer. Or, le rapport de force ne nous est pas totalement favorable vu l'état, notamment économique de ce pays. La France n'évite le FMI que parce qu'elle est dans l'euro et dans l'Union européenne aujourd'hui. Ça, c'est parce que sinon notre endettement est tout à fait insupportable. Donc, on n'est pas du tout en position de force et cette règle de la majorité fera que c'est le rapport de force qui va décider. Ce sont les Allemands qui continueront à décider de ce qui se passe en Europe. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait très envie. Allez, 0826 300 300 avec Damien qui voulait réagir. Damien, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Quelle est votre position? C'est un sujet, je pense, mais ça a été dit tout à l'heure, et c'est vrai, il faudrait pas. On est sur des sujets qui sont tellement grands et complexes que c'est dit. On peut avoir une opinion, mais il y a tellement d'intrications qui sont dangereuses. Ce qui ressort de ça, c'est ce qui fait peur, c'est la fuite en avant. On a déjà eu un passage à l'Europe contre le gré malgré un référendum. On a des conséquences aujourd'hui au niveau européen avec l'extension de l'Europe qui a amené aussi à des facilitations de délocalisation et aujourd'hui des appels à des services de pays où la main-d'œuvre est moins chère, où les intérêts économiques sont flagrants et du coup qui n'est pour beaucoup, en tout cas, semble plus tirer vers le bas les pays du haut que de monter les pays du bas. Et il y a un peu cette impression, je pense, et c'est peut-être là d'où vient le refus, d'une espèce de fuite en avant. Et je pense que réformer l'Europe, pour beaucoup de gens, c'est une évidence que c'est nécessaire, mais je pense que beaucoup craignent que ce soit pas la bonne direction de la réforme et qu'on aille vers une accentuation encore de quelque chose qui soit encore plus ouvert, encore plus néolibéral et encore plus dangereux pour les économies, notamment les plus fortes de l'Union européenne. À mon sens, c'est comme ça que je pense que la grosse inquiétude est là-dessus quand même. Jérôme Quéré.
Alors, je reviens sur ce qui a été dit sur l'Allemagne. L'Allemagne, si on passe à la majorité, ne gouvernera pas elle seule, parce que l'Allemagne, c'est pas la majorité, c'est un État parmi 27. Donc, il faut pouvoir être persuasif. Je reprends les mots qui ont été dits auparavant. Il faut qu'on se rapproche de l'Allemagne. Mais la majorité qualifiée, je le rappelle, c'est 55% des États et 65% de la population. Voilà, donc en fait, la France, de facto, si elle n'est pas à bord, c'est plus difficile d'avoir la majorité qualifiée, parce que mine de rien, la population du Luxembourg ou de Malte, c'est moins important que la France. C'est le deuxième pays en termes de population. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, je rappelle, ça a été dit aussi, il y a des élections au mois de juin 2024, on n'a pas la date précise encore, et en effet, il faut voter pour des majorités en accord avec ce qu'on pense, donc il faut aller voter, ça c'est le grand message, peu importe ce que vous avez voté, mais si vous êtes pour ou contre, pensez lors des programmes. Et il faut interpeller sur les politiques européennes, parce qu'en effet, je reprends ce qui a été dit aussi, si on débat de politique franco-française, ça ne sera pas très utile pour la position française au sein de l'Union européenne. Parce qu'on a quand même des élus directement élus par le peuple français, qui nous représentent au Parlement européen. Encore faut-il voter pour qu'il y ait une majorité qui nous représente. Et il y a de ce côté les élus directement par les citoyens européens et français, et de l'autre le gouvernement français qui fait partie des institutions. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a bien sûr aussi ses ministres. Donc il y a cette légitimité quand même qui est issue de ces deux institutions au sein du Conseil, de l'Union européenne et au sein du Parlement européen. Donc Emmanuel Macron ne peut pas faire tout seul, et Olaf Scholz non plus. Il faut qu'il y ait en effet un consensus. Rapidement, Jérôme Quéré, là on parle de politique étrangère, on parle de fiscalité, mais comment être sûr qu'il n'y ait pas un glissement sur tous les sujets finalement ? Parce que si on ouvre une porte derrière, il y a d'autres sujets. Jérôme Quéré, c'est la porte ouverte au fédéralisme, comme disait Elisabeth Lévy. La ligne a sauté. On a perdu la ligne. On va vous poser la question, les vraies voix, en 30 secondes. Est-ce que ce ne serait pas, si la France décidait ça, faisable uniquement par référendum? Vous voulez dire Demandez aux gens, est-ce que vous voulez aux Français, avant de dire oui, ou politiquement politiquement pour la France, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, si Macron suivait Scholz là-dessus, demandez aux Français, voulez-vous qu'on quitte la majorité pour passer à l'unanimité? Je crois qu'il faudrait mieux poser une question peut-être un peu plus large, qui serait, parce qu'en réalité, là où notre interlocuteur a mis le doigt sur quelque chose, c'est que... Pardon, vous êtes revenu, pardon. Il est revenu. Jérôme Quéré... Pardon, je voulais juste dire, Jérôme Quéré, comment être sûr que les sujets ne glissent pas sur d'autres, en fait? J'étais en train de il faut interpeller les candidats, il faut les ramener au sujet européen. L'Europe n'a pas des compétences partout, donc il faut rappeler, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Parlez-nous de ce que vous allez faire une fois élu au Parlement européen. On avait coupé le sifflet à Elisabeth Lévy. Un petit peu, mais je vais le reprendre. Non, mais donc il me semble, non mais il me semble plus sérieusement que la question. Aujourd'hui, on est au milieu du gué, et ce qui fait que on a des bouts de fédéralisme, comme vous l'avez dit, on a des bouts et de supranationalité, on a des bouts d'Europe des nations, et de fait, ça devient ingérable. Donc peut-être que ce qu'il faudrait demander aux Français une fois pour toutes, c'est est-ce qu'ils veulent aller vers plus de supranationalité, plus de fédéralisme, est-ce qu'ils veulent se fondre dans ce grand ensemble ou pas, et auquel cas effectivement ça comprend ce que vous avez, la question de la majorité pour la politique étrangère. Merci beaucoup. Jérôme Quéré, délégué général du mouvement européen France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez dans un instant, c'est le quiz de l'actu, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est là qu'on se dit que notre auditeur va avoir du courage, parce qu'il va falloir qu'il se batte contre l'une de nos vraies voix, contre Philippe Bilger, contre Elisabeth Lévy ou contre Olivier d'Artigol, et il va avoir le reste entier sur le dos. C'est ça qui est dingue, c'est dingue. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Damien, attention à qui vous allez, contre qui vous allez jouer aujourd'hui, puisqu'ils sont remontés comme des pendules. Oui, vous allez choisir qui comme adversaire? Eh bien, pour lui rendre l'honneur et parce qu'on lui a coupé le sifflet et honneur aux dames, ce sera Elisabeth Lévy. Excellent choix. Damien, vous n'êtes pas très prudent parce que d'Artigol est assez difficile à battre. Excellent choix. On va y arriver. On va gagner. Et puis vous rassemblez Philippe Bilger et Olivier d'Artigol. Attention. Allez, on y va. Chers amis, c'est une question Kikadi. Écoutez bien, Damien. Kikadi, le centre variété molle de la droite. Pardon ? Le centre, virgule, variété molle de la droite.
C'est pas Pradier, tout de même. Oh, c'est Marine Le Pen. C'est beaucoup plus ancien. J'aurais pensé Marine Le Pen aussi. Non, c'est beaucoup Jean-Marie plus Le ancien. Pen. Beaucoup C'est plus pas ancien. Mitterrand. Bonne réponse de Mitterrand. Philippe Il Bilger. détestait le centrisme. Mitterrand. Il avait raison. Il y a 42 ans. Et oui, il a été élu il y a 42 ans président de la République. Bah oui, on l'a dit en début D'où le d'émission. clin d'œil. On a Ah dû... bah oui, c'est excellent. 2-0 Bravo. pour Oui. Damien. Question Kikadi. Kikadi, en parlant de la journée de l'Europe, le 9 mai est la seule réponse au nationalisme Ah, j'ai destructeur entendu ça. et à l'impérialisme. Un imbécile, mais ça peut lequel être, J'ai entendu cette C'est phrase pas du idiote. côté du Parti communiste. Non, c'est pas français. C'est pas français. non, Das ouais. ist nicht französisch. Olaf Scholz. Bonne Non, réponse je l'ai dit d'Elisabeth avant. Lévy. Je viens de le dire. Vous avez dit quoi Il a dit vous avez des preuves Ben, s'il vous plaît, la VAR. La VAR. Si, j'ai dit vraiment une demi-seconde avant. Non. Ah, c'est pas français. C'est pas français. Das ist nicht französisch. Olaf Scholz. Bonne réponse Non, je l'ai dit d'Elisabeth avant. Lévy. Il l'a dit d'Artigol. Il l'a dit d'Artigol. Ah bah je l'ai pas entendu. Oui, mais. Eh ben, il vient de nous repasser le son là. Si Ouais, vous ouais, parlez non, tous en mais, même temps. Mais non, mais il l'a dit, je le reconnais, moi. Bravo. Je veux dire, je Bravo, c'est de ce point. Vous aurez bien. zéro, vous Allez, êtes on vraiment continue. fair play. Oui. Mais moi, je me bats pour Merci, notre Alain. auditeur. Je me bats pour vous, Damien. Voilà. C'était une question Kikadi dans le cadre du projet de loi de l'industrie verte. À la minute où il a été élu président, il a compris que les mamelles de la République n'avaient plus de lait. Oula. Oula. Où vous allez chercher Oh là là, Fillon. Non. C'est à droite Ouais. Non, bah non, c'est Renaissance. Bah, oui, maintenant c'est Renaissance. Mais avant c'était à droite. Darmanin. Non. Non, Le maire. C'est un député. oui, député. Avant, c'était. Des Yvelines. Poissy-Olive. Bonne réponse, Carl Olive. Elle a été plus rapide. Carl Olive. 4-2. Elisabeth Lévy n'a pas pris une route bicyclette, Philippe Bilger. Allez, question Kikadi. J'avais mauvaise langue, comme d'habitude. Kikadi concernant la loi immigration. Désormais, 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays. Le texte de Darmanin ne peut rien régler parce qu'il reste dans le en même Ciotti. temps. Non. Non, Retailleau. Bonne réponse de Philippe Bilger. C'est On effectivement. fonctionne bien ensemble. Vous dites une erreur, Papou, et moi je rectifie. Arrête, non, Papou, tu arrêtes. Non, Philippe, non, c'est là, pas de troisième. Promis. Oh, bah Papou, faut Non, pas là, là, s'énerver. Oh là 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 là. Promis. Attention, c'est une question d'actu. Question Kikadi. Kikadi de Booba. Cet homme qui se présente en Ah oui, lanceur d'alerte Ramaya. est un harceleur. Ah, c'est pas Ramayad alors. Non. Cet homme qui fait. C'est, je sais pas, C'est pas Cléopâtre Magali Berda. Non. Cléopâtre. Non, non, il est ministre. Vous Il nous est avez demandé ministre, le nom de ce ministre tout à l'heure, Elisabeth. Panier, Lévy. Barreau. Bonne réponse Barreau. d'Elisabeth Ah bah Lévy. oui. Jean-Noël Barrot, le Ça fait 2 fois que je ministre. prononce son nom aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans toute ma vie. Alors qu'elle ne savait pas qui c'était ce matin. Question Kikadi. J'apprends vite. Kikadi en parlant d'optimisation fiscale. Quand c'est flou, il y a un coût. Oh, Attal. Bonne réponse d'Elisabeth. Contrôle antidoping. Mais les gars, Dis les donc, gars. Olivier. Mais le- 6-6. Attention. Ah, aussi. les C'est la amis. dernière Ça va, Non, Damien non, il y a encore un peu. Ouais, ça va bien. Damien, vous allez peut-être perdre, c'est dommage. Allez, écoutez bien, Damien. Non, non. Question Kikadi. Il n'y a ni accord verbal, ni signature avec l'Arabie Saoudite. Messi. Oui, bonne non. réponse. Bonne réponse. Le Oh, père joli. de Messi, effectivement. Ah, enfin des vraies questions. Et Question. il y a marqué le père Mais- de Jésus. Et sur la voilà, conduite. évidemment, ils mettent une C'est question moi qui ai foot mis le pour père pas. de- J'ai mis le père de Jésus avec Messi. Mais non, mais vous mettez une question foot. Vous mettez une question foot pour favoriser Philippe Bilger. Ah bah là c'est une question pas foot, vous allez voir. Question Kikadi. Kikadi, chaque fois que la République est menacée, se dressent des amoureux de la France. C'est Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mais on est égalité Une parfaite. phrase, Non, là, il y a 10-6. C'était quand ça une Eh ben phrase voilà. d'une parfaite banalité. C'est une victoire. Et puisque je Oui, croyais que mais- je croyais que t'aimais la banalité heureuse. Damien, bravo. Bravo Damien. Bravo. Bah alors Elisabeth Lévy a fait fort toute seule. Je me suis bien Bravo, battu. Damien. Bravo, Bravo. Elisabeth Lévy, bravo, bravo. Merci, vous restez avec nous. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec nos amis. D'abord, le coup de bon sens de Philippe David. Ah bah oui, c'est un coup de bon c'est un sens. coup de bon sens. Ah ouais, ça change. C'est un coup de Cécile bon a eu sens. l'idée de rebaptiser ça comme ça. Un coup de bon sens et puis on reviendra sur l'actualité des vraies voix et bien entendu on fera un point de ce qui buzz sur les réseaux sociaux. À tout de suite, c'est les vraies voix.
Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy aussi, Olivier d'Artigol, bien entendu aussi, 0826 300 300. Aude vous attend si vous voulez témoigner, si vous voulez commenter l'actu avec nous. On va revenir sur ce coup de projecteur dans quelques instants. Loi sur le numérique. Peut-on encadrer la parole sans toucher à la liberté d'expression? Pour l'instant, vous dites en majorité non, à plus de 80%. Et puis, on reviendra sur le tour de table de l'actu et sur ce qui fait du clic sur les réseaux sociaux. En entendant, c'est Philippe David avec le coup de bon sens. C'est vous qui avez eu cette idée. Les Vraies Voix Sud Radio. Oui, un coup de bon sens, un coup de gros bon sens, comme ils disent au Québec. Il y a, on dit un gros bon sens là-bas. Il y a un problème de pénurie d'eau dans les Pyrénées-Orientales et la solution a été trouvée. Enfin, interdire les ventes de piscines hors sol, y compris les petites piscines gonflables dans le département. Alors une mesure stupide, puisqu'il suffit d'aller dans un département limitrophe, l'Aude ou l'Ariège, c'est les deux départements limitrophes des Pyrénées-Orientales, voire même en Espagne, parce que si on interdit en Ariège et dans l'Aude, on peut traverser la frontière et aller en acheter à la Jonquera, sans oublier le commerce par Internet. Les gens n'achètent rien par Internet en France, il suffit de commander sur un site et votre piscine gonflable arrive chez vous. Alors moi je suis mécontent, car ce sont souvent les personnes qui ont ce type de piscine, n'ont pas les moyens d'avoir une vraie piscine enterrée, c'est souvent des gens qui ont des moyens modestes et quoi de plus beau que des gamins qui barbotent dans une petite piscine gonflable en s'éclaboussant et en riant l'été, parce que ces familles n'ont parfois pas les moyens de prendre la voiture pour les amener à la piscine municipale quand il y a une piscine municipale chaque jour pendant les vacances d'été, et souvent elles ne partent pas en vacances. Alors je terminerai avec 2 citations, comme disait Gabin dans La Traversée de Paris, salaud de pauvre. Mais moi, je préfère maintenant Georges Pompidou. Arrêtez d'emmerder les Français. Bravo, Philippe. Il y a quelque chose d'un Zola d'aujourd'hui. Vous avez été admirable. Non, bravo, Philippe. Vraiment. Oui, c'est vraiment. Nous te félicitons. Et à l'unanimité. Oh bah magnifique. La lutte de la flotte, quoi. Non, mais cela dit, c'est vrai. Ce que tu as dit est terriblement juste. Et c'est vrai que sur le moment, on se dit, oui, finalement, c'est du bon sens. Bah oui. Et ça vient de vous, ma chère Cécile. Et il l'a dit. Il l'a répété. Quelle honnêteté intéressante. C'est l'idée du coup de bon sens et j'ai trouvé que c'est très bien. C'est vrai que c'est du bon sens interdire sur un département. Vous, ça a été le coup et Cécile le bon sens. Voilà, c'est ça. Voilà, mais normalement, ça va pas ensemble. Là, on les a particulièrement accrochés. Je sais pas ce que ça va devenir. Ça fera peut-être des petits. Merci beaucoup, Philippe David. C'était bien. Bravo. Tout de suite, le top clic avec le retour de Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et l'agence France Presse a revêtu son logo d'un bandeau noir après la mort d'un de ses reporters. Témoigner de la bataille de Bakhmout et de la vie des populations, écrit l'agence sur les réseaux sociaux. Le travail d'Arman Soldin, journaliste à l'AFP, tué à 32 ans dans une frappe de roquette en Ukraine, donne une idée de son engagement à couvrir le conflit. Publication en réponse à laquelle certains repartagent des images du trentenaire posant avec un chat sur l'épaule ou même allant sauver un hérisson au fond d'une tranchée. Des images qui avaient été partagées il y a quelques jours par le compte d'une association dédiée à la protection des animaux et également victime de cette guerre en Ukraine. Oh yeah, my friend. Le journaliste français Arman Soldin et son équipe ont sauvé un hérisson d'une tranchée en Ukraine, écrit cette association en anglais. L'équipe l'a retrouvé à peine vivant, lui a donné de l'eau, l'a emmené en lieu sûr. Ils ont nourri l'animal et l'ont laissé récupérer pendant quelques jours avant de le relâcher dans la nature. Parmi les hommages, celui sans doute plus personnel de sa collègue de l'AFP, Daphné Rousseau, qui écrit « Dans la voiture pour notre premier départ sur le front en avril 2022, tu avais chanté à tue-tête par-dessus la radio militaire Forever Young, I Wanna Be Forever Young. Tu avais 32 ans. Daphné Rousseau de l'AFP qui partage aussi une planche de BD dessinée par Arman Soldin. Tu sublimais, écrit-elle, tout ce que tu touchais dans cette horreur, les gens qu'on interviewait pour qui tu avais toujours le mot qu'il faut, tes images sublimes, tes idées et même ton rêve, ce projet de BD sur la guerre en Ukraine, projet qui m'avait bluffé, écrit donc sa collègue de l'agence France Presse.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On fait une petite pause et on reviendra sur le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Et restez avec nous et puis vous appelez au 0826 300 300. À tout à l'heure. On reprend une activité normale. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol sont avec nous. Pied. Qu'est-ce que vous dites? Non, il continue à faire son Philippe Bilger en grand pied. Il fait son fil que le compte, ouais, et non. Sauf que vous ne vous dites pas, vous ne faites pas de dérapage. Jamais, vous contrôlez tout, Philippe. Oui. Et mon ami Finkielkraut non plus, il dérape pas. Ah bah si, là, c'était, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit d'ailleurs. Je ne sais plus. Non, il fait des blagues, il a de l'humour. Simplement, les blagues. féministes, elles n'en ont pas. Alors un jour, on lui a dit oui, c'est ça, le viol conjugal. Il a dit oui, c'est ça, en rigolant. On dit non, bien sûr, je viole ma femme tous les jours, c'est bien connu. Et là, oui, c'est ça. Là, si vous voulez, parce que le second degré, ça n'existe pas pour ces dames. Donc. Le second degré. Heureusement on a de l'humour, nous. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix, même si c'est très sérieux. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table de l'actualité. Ils adorent mettre Philippe Bilger dans J'ai eu peur. il s'est dit, allez, encore ce truc. Et on commence par Philippe Bilger, Philippe David. Et vous voulez rendre hommage à un immense avocat qui est décédé hier, Georges Kiechman. Absolument. Je l'ai bien connu à une certaine époque, notamment quand j'étais à la section de la presse et des libertés publiques. Un homme étonnant qui avait une conception tout à fait considérable de lui-même, mais il pouvait la justifier à tout instant. Une langue irréprochable, elle coulait de source, pas une faute de français. Un homme qui avait une immense culture, une intelligence du procès, et qui, par ailleurs, a été un plaideur immense, bien davantage qu'un ministre qui a causé des déceptions, il faut le dire, séducteur, frénétique, séduisant par son intelligence, un être comme ça ne pouvait pas apparaître comme vaniteux, pardonnez-moi, parce que on aurait compris l'orgueil qui pouvait l'habiter. Et puis je ne veux pas être trop long, je pourrais en dire tant. On s'est un peu brouillé, on s'est réconcilié. J'indiquais à l'instant, Elisabeth, qu'au fait de sa gloire, pourtant il téléphonait aux jeunes, relativement jeunes membres du parquet que j'étais pour que je le rassure, alors qu'il allait être éblouissant comme à chaque fois. Et je voudrais terminer par une pensée de Georges Kiechman qui se rapprocha de la mienne, donc j'espère en bénéficier et avoir votre indulgence. Il disait: je ne me suis jamais ennuyé avec une femme. En revanche, avec certains hommes, eh bien, je partage totalement ce sentiment. Et ça vous honore. Bon, ça c'était pour nous, Olivier. Oui. Ah non. Non, bel hommage. Il y a une exception en tout cas. Il y en a deux ici. C'est marrant, mon ami Philippe Muret disait la même chose. Oui. Il n'aimait dialoguer qu'avec les femmes. Il y a eu de très beaux hommages à Kiechman, bien sûr. Philippe vient de faire quelque chose de très sensible. Il y avait aussi, je complète par rapport à ce que je n'avais pas connu, parce que je peux lire, cette capacité qui manque ô combien d'un humour et de l'autodérision. L'autodérision étant l'une des dimensions de l'intelligence, d'après moi. C'est vrai. Et il aurait pu en abuser, mon cher Olivier. Elisabeth? Non, moi je l'ai je l'ai un peu connu pendant le procès Charlie, et je dois dire que sur ces combats-là, sur le combat de la liberté d'expression, d'ailleurs on peut le voir dans le film de Daniel Lecomte, C'est dur d'être aimé par des cons, et je vous engage tous à le voir, parce que c'est vraiment un très bon film, voilà. Elisabeth Lévy, pendant que vous avez la parole, Adèle Haenel et son arrêt du cinéma pour motif politique. Ah oui, alors elle a fait une lettre à Télérama qui est vraiment un ramassis, j'essaye de trouver des mots polis pour le dire, un ramassis, mais d'ânerie extrême gauchiste, vraiment, je veux dire, elle est... Alors, attendez, j'essaye de... Je recherche... Allez-y. Je recherche la citation parce que ça vaut, la lettre est longue, vraiment, en tout ça cas. vaut vraiment le coup. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la
complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Alors moi je dois dire que je suis assez contente qu'Adèle Haenel arrête le cinéma parce qu'en fait au cinéma elle faisait tout le temps de la politique, elle pourrissait la cérémonie des Césars, elle nous enquiquinait à faire des manifs sur Polanski, machin, etc. Ce qui fait que le cinéma et l'art passaient évidemment au second plan, puis cette hystérie extrême gauchiste, vous savez, elle va à Saint-Denis, elle est sur tous les mauvais coups, il y avait Adèle Haenel. Mais ce qui est frappant et qui est relevé par l'excellente Sabine Procoris, la psychanalyste qui a écrit un livre très bon, je dirais, contre MeToo, ce sont les réactions. Alors, dans Libération, on nous parle de prise de position puissante. Dans Terra Femina, de prise de position rare et précieuse. Et même Le Point, dit-elle, évoque les combats de l'artiste, les raisons politiques. Moi, je trouve qu'il s'agit plutôt de déraisons politiques. Et ce qui me frappe, en fait, là-dedans, c'est que, bon, alors Adèle Haenel, elle était peut-être paroxystique, mais elle est assez emblématique d'une grande partie des milieux du cinéma français, qui sont complètement, alors ce sont quand même des gens qui, pour, pas elle sans doute, mais qui pour beaucoup vivent dans un luxe que c'est très bien, je ne leur conteste pas, et qui après nous enquiquinent avec leurs propos de révolutionnaires, de bac à sable, c'est insupportable. Donc moi, j'aimerais qu'on rende le cinéma à l'art. Olivier d'Artigol veut réagir. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous avez vidé votre sac et on en voit le fond. Mais vous allez défendre cette bécasse. Oui, vous avez vidé le sac et on en voit le fond. Je ne partage pas son combat. Je reste sur l'idée que la période après MeToo, et avec ses outrances et ses excès, est meilleure à la période d'avant MeToo. Et voilà une personne, quoi que l'on puisse penser de son engagement politique, qui met en accord ce qu'elle pense et pose un acte fort quand même. Quitter un métier où elle a été appréciée comme comédienne. On ne peut pas non plus tout passer par pertes et profits. Et donc je trouve que dans le temps que nous vivons, la société telle qu'elle est, mettre en adéquation un discours avec un acte, moi, j'ai plutôt tendance à le saluer. Bah vous avez raison, mais quelqu'un qui dit un mot, quelqu'un qui dit que ce gouvernement est un gouvernement de violeurs, franchement. Oui, c'est excessif. Mais là, j'apporterai une petite nuance à votre dénonciation, Elisabeth, comme d'habitude, sur ces Vous serez mon nuance. Sur ces portraits-là, parce que je trouve que, par exemple, je ne raffolais pas de l'actrice. Hein. J'ai pratiquement vu tous ses films. Je ne raffolais pas peu à peu de l'engagement qu'elle avait. Là, elle a sauté le pas. Maintenant, elle n'est plus dans l'art ni la comédie. En revanche, elle dit dans cette diatribe des choses intéressantes. Par exemple, lorsqu'elle affirme que l'abus de ces films sur le monde de la domesticité ancienne, c'est pour donner bonne conscience. Je trouve que c'est tellement juste. Après 50 nuances de Bill Gère, on va passer au tour de table d'Olivier d'Artigol. Quelle est la réelle efficacité des 160 milliards d'aides publiques allouées aux entreprises? C'est très intéressant. C'est une question un peu serpent de mer. On parle beaucoup sur les derniers jours de la fiscalité, et tant mieux, il faut en parler. La fiscalité, c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de très politique. Et il y a un niveau très important d'aide publique via des subventions directes, des exonérations de cotisations sociales ou alors des réductions d'impôts pour les entreprises. Sur le principe, ça ne me choque pas. C'est 160 milliards. C'est donc plus de 2 fois le budget de l'éducation nationale. C'est 50 fois plus qu'il y a encore 30 ans. Il y a donc un sujet. Et depuis quelque temps, la question est posée d'une traçabilité, disons d'une conditionnalité de ces aides. Puisqu'il y a de l'argent public, ça doit aller à la création d'emplois, à l'innovation, au développement, et non pas rémunérer le capital. Or, on se pose la question aujourd'hui de l'efficacité de ces aides. Elles ne sont pas... CICE est dedans. Le CICE est dedans, mais il a été aujourd'hui le CICE, ça a été transformé en réduction de cotisations sociales pérennes. C'est ça. C'est aussi d'ailleurs des trappes à bas salaire. Donc j'espère que le patronat, parce que c'est notamment le MEDEF, pas tout le patronat, acceptera enfin
qu'on puisse faire la transparence sur ces aides et la manière dont elles sont utilisées. J'ai souvenir dans mon département qu'une entreprise avait vraiment pris beaucoup d'aides publiques, nationales, régionales, y compris les collectivités locales, pour après délocaliser en Amérique du Sud son activité sans avoir à les rembourser. Et je trouve qu'il y a parfois aussi des opérations de grand banditisme concernant ces aides publiques avec des patrons voyous. Est-ce que vous voulez dire est-ce qu'il faudrait qu'elles soient plus conditionnées, en fait, qu'il y ait une conditionnalité stricte sur l'emploi, sur la formation, sur le développement industriel. Mais jusqu'à maintenant, Olivier, ces aides, on n'est jamais obligé d'en justifier l'emploi et l'utile. Ah oui, non, vous n'avez pas de ce que j'appelle la traçabilité ou la conditionnalité. Ah bon, on donne de l'argent. C'est-à-dire, regarde, on en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Il y a eu une enquête faite sur le CICE sur 3 années. Ça avait permis la création de 100 000 emplois de mémoire, mais pour l'exercice 2016, pour 18 milliards d'euros. Le coût pour les finances publiques était quand même déraisonnable. Je vais en remettre une louche. Vous avez parlé de Pau. À Toulouse, il y a une usine qui va délocaliser alors qu'elle a eu beaucoup d'aides, notamment sur le crédit impôt recherche. Oui. Par exemple, le remboursement de ces aides, s'il y a délocalisation, pourrait être posé. Eh ben on donne bien un salaire à Philippe David sans condition. Hein, donc, oui, on a une traçabilité. Excellent. Ils vont bientôt mettre viande bovine française dessus. Au moins ça c'est sûr. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot qui a présenté ce matin au Conseil des ministres la loi numérique visant à sécuriser Internet. Quand je reviens avec le ministre, il sera pas là mais on va parler de lui. Voilà, et vous restez avec nous 0826 300 300. Bien entendu, vous voulez savoir si et commenter cette actualité. On vous attend au standard tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes toujours très très bien entourés tous les jours avec Philippe Bilger aujourd'hui, avec Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, dit Papou. Papou d'Artigol. Ouais, Papou d'Artigol, ça va vous suivre. Ça va rester oui, ça va rester. Mais j'y suis pas rien. Nous, j'assume. Il y a une personne qui a balancé, donc je tairai le nom. C'est dit tout Et seul. comment s'appelle ce petit garçon qui vous appelle Papou? Il est adorable. Alors, il est d'une beauté, il est d'un mignon, mais alors. Il est très mignon. Comment il s'appelle? Montre. C'est Noah. C'est Noah qui appelle son papy Papou. Voilà. On vous appelle comment, Philippe Bilger dans la... Moi, je suis très classique. Grand-papa. Grand-papa. Et Philippe? Non, on dira rien. Il y a un dossier. Il y a un dossier avec Philippe là, si on dit ça, c'est les urgences psychiatriques qui viennent. Alors, comment vous appelle? La petite fille, c'est pas ma petite fille biologique, m'appelle Pivert. Pivert, pourquoi? Comme Victor Pivert dans Rabbi Jacob. Parce que je lui fais les mêmes grimaces. Je lui fais ça, elle est pliée de rire et maintenant elle m'appelle Pivert. C'est bien, je croyais un truc comme ma crotte ou quelque chose. On le fait. Non, mais il avait tellement honte de le dire. On pourrait penser que j'ai les neurones un peu en court-circuit et d'ailleurs j'embrasse Gabrielle parce qu'elle s'appelle Gabrielle et elle a 3 ans. Quoi? Parce qu'en plus on m'a dit qu'elle était très intelligente pour son âge et qu'elle définissait très bien les gens. J'aime bien rentrer un peu dans votre vie privée. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc le ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot a présenté ce matin au Conseil des ministres la loi numérique visant à sécuriser Internet. Entre autres mesures, la loi qui va s'attaquer au blocage des médias de propagande sur Internet et contre la haine en ligne avec des mesures assez plutôt fortes, Philippe. Oui, contre la haine en ligne, il reviendra aux réseaux sociaux de suspendre les comptes des jugés et de leur interdire la création d'un nouveau compte de 6 mois à 1 an pendant un délai de 6 mois à 1 an en cas de récidive. Pour le blocage des médias de propagande, l'Arcom a le pouvoir de stopper la diffusion des médias interdits à l'échelle européenne pour propagande ou ingérence étrangère. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont liberticides? Parce que où commence la haine en ligne, où est-ce que ça se termine? Est-ce que c'est un simple nom d'oiseau, c'est de la haine? Ou est-ce que vous pensez que c'est très bien, qu'il faut tout réguler? Dans tous les cas de figure, venez nous le dire au 0826 300 300. Ouais, et effectivement, cette question, loi sur le numérique, peut-on encadrer la parole sans toucher à la liberté d'expression? Vous dites non à 89%. Et notre invité pour en parler, Fabrice Epelboin est avec nous, enseignant et entrepreneur spécialiste des réseaux sociaux. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct.
Bonsoir. Petite question à nos éditorialistes du jour. Encadrer la parole sur les réseaux sociaux, Philippe Bilger, liberté d'expression, est-ce que c'est compatible? Alors Cécile et Philippe, à partir d'une approche très rapide et superficielle, hein, j'ai lu les journaux cet après-midi, ils donnent des résumés. Il y a quelque chose qui me frappe, ce projet d'un ministre dont j'ai très bien connu le père, en réalité, m'a permis de comparer des époques différentes. Il y a quelques années, il y a 20 ou 30 ans, il aurait été extrêmement difficile d'encadrer la rançon de la liberté d'expression et les dérives qu'elle pouvait entraîner, parce qu'elles étaient quasiment si proches de la liberté d'expression dans sa pureté qu'on aurait tout emporté en même temps. Aujourd'hui, avoir à peu près correctement le projet de loi, il me semble qu'il distingue parfaitement ce qui relève de la liberté d'expression et qui doit être sauvegardé de dérives intolérables, inadmissibles, qui n'ont rigoureusement rien à voir avec la liberté d'expression. Donc il me semble que ce projet du ministre Barrot me semble pertinent. Elisabeth Lévy. D'abord, pour répondre à votre question, la liberté d'expression, qui est un des principes constitutionnels, un des droits les plus précieux de l'homme selon les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 11. Donc elle a une mention spéciale, cette liberté, et de toute façon, comme toutes les autres libertés, comme tous les autres droits, encadrée. Elle ne peut être limitée que ces abus sont réprimés selon les conditions prévues par la loi. C'est quelque chose comme ça qui est dit dans cet article. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression absolue nulle part. Dans aucun pays, toute société se définit par ses interdits. Alors évidemment, on souhaite que ces interdits soient le plus faibles possible. Et toute la question qui est posée par les réseaux sociaux, là je parle sous le contrôle d'un magistrat qui a exercé à la 17e, c'est en réalité de faire respecter le droit de la presse. J'explique, la 17e, c'est la 17e chambre correctionnelle où on juge les délits Oui, de presse. pardon, je vous prie de pour les m'excuser. auditeurs. Je vous prie de m'excuser. Donc vous avez raison. Et donc qui juge des diffamations, des injures, et je sais plus quels sont les autres, mais enfin qui juge de ces délits-là. Et tout le problème, c'est comment faire respecter ces mêmes lois qui existent, si vous voulez, l'incitation à la haine, etc., sur les réseaux sociaux. Et alors là, où j'ai pas fait comme Philippe, j'ai moins bien travaillé. Il m'a semblé tout de même que ce projet péchait par une chose, mais peut-être commets-je une erreur, qui est de confier au réseau, c'est-à-dire à des entreprises privées qui n'ont strictement aucune légitimité, mais alors vraiment aucune, de leur confier de faire cette police. Et là, on entre vraiment dans une chose, parce qu'on voit bien par exemple déjà qu'il y a quand même une nette tendance à censurer plutôt les propos de droite, ou même si qui peuvent être des propos tout à fait dérangeants, que des propos de gauche. Il y a par ailleurs une sorte de puritanisme. Vous savez bien que vous ne pouvez pas montrer un bout de sein en Amérique. Si vous mettez l'origine du monde, le tableau de Courbet sur vos réseaux sociaux, vous êtes bête. Donc, même pour parler du cancer du sein, c'est ça qui est important voilà, de dire. Donc, merci, oui, vous avez raison. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pas qu'on cherche à réguler, ça c'est tout à fait légitime, c'est qu'on confie ça, non pas à nos juges, à nos institutions, mais à des privés. Voilà. Faut-il une régulation? Oui. Nous savons tous que la haine sur les réseaux sociaux, les meutes qui se constituent, peuvent amener des personnes à se suicider, à en finir. Oui, et à perdre leur boulot déjà. Samuel Paty, ça a commencé comme ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne crois absolument pas, comme Elisabeth, à l'autorégulation. Ah non, je n'ai pas dit que je croyais, j'ai dit la justice. Non, mais pardon. Que les plateformes s'autorégulent, je n'y crois absolument pas. Je crois beaucoup à l'idée de l'éducation. De l'éducation aux réseaux sociaux, ce qu'on peut aller y chercher, ce qu'il faut rejeter. Il faut quand même se dire, ça peut être un cloaque de pestilentiel avec des choses effroyables. Moi, toutes les journées, on a le cœur retourné, l'estomac et le reste. Donc il faut aller y chercher ce dont on a besoin. Il peut y avoir des choses passionnantes d'ailleurs. Savoir faire le tri, mais ça demande aussi de l'éducation aux réseaux sociaux. Avant de restreindre forcément la liberté d'expression, Fabrice Epelboin, est-ce que la France est capable de ça, en fait? Est-ce qu'on a techniquement la possibilité de mettre fin au harcèlement, à la haine sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible?
Alors, distinguons différentes choses. Typiquement, les sanctions prévues par cette loi, l'interdiction de revenir sur les réseaux sociaux après une sanction ou le filtrage ou la censure, comme vous voulez, de certains contenus qui seraient inaccessibles en France, ces mesures se contournent aisément. Ça fait plus de 10 ans que ce genre de mesures sont utilisées dans tout un tas de pays et que les mesures de contournement sont connues, reconnues et circulent très largement. Au mieux, on empêchera des gens qui n'avaient pas l'intention d'accéder à ces contenus d'y accéder. Ça peut permettre de filtrer des sites d'arnaque, typiquement, pourquoi pas, mais en aucun cas, ça n'établira un régime de censure. Ça établira ce qu'on appelle un safe space, dans lequel des gens qui ne chercheront pas à contourner les limites imposées par l'État, qui seront faciles à contourner, j'insiste là-dessus, ne trouveront pas certains contenus. Et cette loi on ne pourra pas l'appliquer. C'est une loi du numérique qui, comme beaucoup, consiste à interdire la gravité les jours fériés et le week-end de façon à désengorger les services d'urgence de petits vieux qui se cassent le coccyx. Ça n'a aucun sens technologiquement parlant, même si cette attaque a un vrai problème. Ensuite, le fait de pondérer la haine en ligne, c'est compliqué. C'est compliqué d'une part parce qu'effectivement... Et déjà la haine, ça commence où ? Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est au législateur de le définir et au juge de le définir au fur et à mesure des sanctions. Oui, mais c'est pas un délit, la haine. Le problème, c'est que, d'une part, c'est pas un délit, mais surtout, cette fonction de justice va être déléguée à des GAFAM. Et là, c'est quand même, outre le fait que ce sont des sociétés américaines, de culture américaine, et qui ont des velléités de soft power. Je pense que tout le monde a entendu parler aussi bien des Twitter Files que... d'une myriade d'affaires d'influence qui sont passées à travers les réseaux sociaux, qui clairement mettent la France dans une situation de dépendance totale et de perte absolue de souveraineté dans cette dimension du cyber. Dans les réseaux sociaux, la France n'existe pas. Elle n'existe qu'à travers des plateformes essentiellement américaines et depuis peu chinoises. Et donc, c'est aux Américains et aux Chinois que vont revenir le rôle de décider de ce qu'est de la haine et de ce qui n'est pas de la haine, et d'appliquer toutes ces charmantes sanctions, avec des autorités, a priori l'Europe, qui va taper sur les doigts des différents réseaux sociaux au fur et à mesure qu'il trouvera des infractions par milliers, parce qu'on a affaire à un type d'infraction qui est une infraction de masse, comme la consommation de la marijuana, ou comme hier, il y a 10 ans, le téléchargement de contenu illégal. Rappelez-vous d'Adopi et du fiasco de la loi Adopi. L'un des fiascos s'explique par le fait que cette loi, techniquement, essaie de s'attaquer à un délit de masse. Et donc, on a d'une part pas les ressources en matière de judiciaire pour faire intervenir la justice. Du coup, on délègue à des solutions techniques sans comprendre les solutions techniques. Donc, malheureusement, j'ai peur que ça n'avance pas grand-chose, si ce n'est de faire croître un sentiment en France de censure de la part d'une autorité plus ou moins intelligente, plus ou moins orientée, qui s'attaque très nettement au sentiment de démocratie. Sur le sujet du harcèlement, est-ce que ça, délit de masse, je ne sais pas si ça concerne le harcèlement, mais à quel moment, sur le harcèlement, on a pas mal de gens autour de nous qui ont été harcelés, de nous, j'entends de Français qui se disent harcelés sur les réseaux sociaux, que ce soit les enfants ou même des adultes. À quel moment on pourra définir que quelqu'un est harcelé ? Est-ce qu'il y a une gradation et comment le définir en fait ? De mémoire, je crois que la loi Chappelle définit de façon assez claire. Il y a la notion de répétition, la notion de ciblage. Ça a été défini. Le problème, là encore, c'est que c'est une infraction de masse. Et que ça concerne des millions, typiquement des millions d'adolescents sont victimes de harcèlement. Les adultes, un peu moins. Les adultes VIP que nous sommes, parce qu'on a beaucoup de followers sur tel ou tel réseau social, un peu plus. Mais c'est un phénomène qui est courant au sein de la jeunesse. Donc là encore, qu'est-ce qu'on va faire ? On va engorger les tribunaux avec des centaines de milliers de plaintes. À écouter tout de même le spécialiste que vous êtes, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une approche très pessimiste et qui résulte de votre propre intervention. Puis-je vous demander, au fond, si les fléaux indiscutables qui constituent des verrues par rapport à la belle liberté d'expression, vous voyez les moyens aujourd'hui, sur le plan national et international, d'y remédier, parce que j'aimerais que vous nous proposiez, en tant que spécialiste, vos solutions.
Alors, les solutions, on peut aller les trouver ailleurs. Typiquement, en Chine, ça fait une quinzaine d'années que les réseaux sociaux inondent et parcourent la société chinoise. Et évidemment, l'État n'a pas délégué ça à l'entreprise privée, en tout cas que partiellement. Et l'État prend en charge ça à travers de la gestion, de la modération, de la censure, de tout un tas de choses. Ça concerne 1 à 2 millions d'employés pour une population sur les réseaux sociaux qui est même pas du milliard. Donc ça vous donne une ordre d'idée de la masse salariale qui devrait augmenter chez Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter si on voulait traiter des territoires comme les États-Unis et la France qui constituent un pool de population tout à fait comparable à la Chine. Et ça, c'est un réseau qu'ils gèrent eux en plus. Ils le gèrent eux. Donc oui, pour moitié, c'est des fonctionnaires d'État. Oui. C'est complètement impossible. Le modèle économique de Facebook, Twitter et consorts ne permet pas de payer et d'avoir une telle masse salariale. Donc la seule approche raisonnable, alors soit c'est d'aller vers la Chine, c'est-à-dire d'avoir un corps magistral, d'engager des dizaines et des centaines de milliers de juges pour juger ce genre d'affaires au fur et à mesure. Je ne crois pas que ça soit une super idée, ou de déléguer intelligemment chez les GAFAM. La seule approche qui est viable, économiquement parlant, c'est de l'automodération, en quelque sorte. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est l'approche qui a commencé à prendre Twitter. Ça consiste, si quelqu'un vous harcèle sur Twitter, à le bloquer, et le fait de le bloquer va diminuer sa visibilité. Donc, s'il ne harcèle que vous, ce n'est pas la solution universelle. Mais si c'est quelqu'un qui harcèle des dizaines de personnes, au final, sa visibilité va être tellement diminuée qu'il ne pourra plus harceler grand monde. Ouais. Non, mais c'est l'approche que prend Twitter, et ça lui évite de payer des salariés. Elisabeth Lévy. En fait, le problème tient aussi à la lâcheté de beaucoup de responsables, notamment d'entreprises ou d'universités, parce que, pourquoi ça pose un problème? Parce que quand vous avez une meute qui commence à se jeter sur X, Y ou Z en disant qu'il est méchant, qu'il a dit ci, qu'il a dit ça, qu'il a dit du mal d'un transgenre, et que là vous avez une meute qui se met... En général, qu'est-ce qui se passe? Vous avez derrière un employeur, une université, un média qui s'empresse de lâcher la personne et de dire ah ben non mais nous on va pas, on sait que c'est pas vrai, mais on va quand même pas prendre, c'est très mauvais pour l'image. Alors ça, aux États-Unis notamment, c'est très vrai aux États-Unis, mais ça arrive en France où il y a une peine qui n'est prononcée par aucun tribunal, qui est maintenant la mort sociale. Si vous avez regardé les seins d'une fille quand vous aviez 12 ans et que on vous en accuse 40 ans après, vous pouvez tout à fait. Alors oui, c'est les dommages collatéraux. Je caricature. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à l'ensemble de la société de dire je me fiche je ne prends pas pour une information ces lynchages et surtout je ne vais pas me coucher devant les meutes. La réalité, c'est que si on se couchait pas devant ces meutes, elles n'auraient aucune espèce d'influence. Damien, 0826 300 300, une réaction, Damien. Ouais, tout à fait. Ben, on tourne beaucoup sur le phénomène justement des agressions, etc. Et on a déjà, alors oui, un système qui peut-être est limité. Je peux en parler un peu. J'ai mon petit, on est en ce moment en plein dedans sur une procédure pour ça. Donc on a quand même un système qui fonctionne et qui est prévu, même si effectivement sur de grande ampleur, il est difficile à tenir. Donc il y a des améliorations. Pardon, Damien, un cas de harcèlement sur votre fils sur des réseaux sociaux. Ouais, tout à fait, ouais. Okay. Et justement, on est en plein dans les procédures. Donc on a quelque chose qui fonctionne, qui est là, qui est très efficace, qui est très répondant, qui est très bien pris en cadre. Il y a déjà quelque chose. Qu'on puisse l'améliorer, qu'on puisse l'apporter, bien évidemment, je l'entends. Mais maintenant, concernant soi, on parle beaucoup de ça, et c'est un propos intéressant, mais on parle beaucoup moins de quelque chose qui est plus inquiétant à mon sens dans cette loi, c'est sur la propagande. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est propagande? Qui en décide? Parce que des exemples de propagande, on peut en trouver, on n'a pas besoin de sortir du pays. Pour en trouver, on n'a pas besoin de sortir de nos frontières, on peut déjà voir certaines choses qui ressemblent beaucoup. Ça dépend du côté du côté dans lequel vous êtes. Non, mais il y a quand même des choses qui va décider de ça? Moi, je trouve qu'il y a autant des belles choses qui sont portées, qui sont intéressantes, effectivement, qui répondent à une vraie problématique. Mais j'ai très peur qu'on essaye de glisser là-dedans aussi des choses comme sur la propagande. Et à ce moment-là, il y a potentiellement une dérive qui, au vu des dernières lois qui passent ces dernières années, commence à faire vraiment très peur. Et ça commence à faire très orwellien quand on commence à prendre du recul. Et je me méfie énormément, notamment de cet aspect-là de la loi qui est prévu, vraiment. Merci Damien, en tout cas de votre témoignage, et vous embrassez bien pour votre petit. Oui. Merci beaucoup Fabrice Ebelboin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Enseignant et entrepreneur spécialiste des réseaux sociaux, c'était très intéressant. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec une réaction d'un de nos auditeurs. Olivier des Yvelines sera avec nous, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Tous les jours, on vous ouvre le micro dans les vraies voix et sur l'entièreté de la grille. Tout le monde, 0826 300 300. Vous avez le droit à la parole et on est ravis de vous accueillir, comme Olivier qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir à vous, m'entendez-vous correctement? Fort et clair. Très très bien. Une belle voix. Et Olivier, vous venez des Yvelines et on vous adore. Uniquement pour ça, pour cette raison. Mais parce que vous avez le même prénom qu'Olivier d'Artigol. Voilà. Olivier, vous vouliez réagir? Une réaction très synthétique et rapide, mais qui va vous interpeller, vous, chroniqueurs. Je suis un peu surpris. Tout le monde a conscience qu'on a des problèmes comment dirais-je, de fonctionnement démocratique et de souveraineté avec tous ces réseaux sociaux. Or, il n'est pas un jour sans que j'entende un chroniqueur ou un journaliste nous faire part d'une expression politique récoltée sur Twitter, par exemple. Vous avez raison. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Ma question, est-ce que Twitter est devenu un canal officiel d'expression démocratique et publique et pourquoi le relaie-t-on à ce point-là? Si on a besoin d'un dispositif de messagerie instantanée, c'est très simple d'installer un dispositif de messagerie instantanée gouvernementale via lequel les ministres pourraient s'exprimer, un autre à l'Assemblée nationale via lequel les députés pourraient s'exprimer. Techniquement, c'est pas très compliqué. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Olivier, quand le président de la République diffuse en priorité des communiqués de presse sur Twitter, avant la presse, avant tout, on se demande si c'est effectivement pas un canal officiel. Non mais là, vous confondez. Là, vous vous en prenez un peu au tuyau, en fait. Ce que je comprends, effectivement, l'idée, si vous voulez, vous auriez raison de critiquer les journalistes qui feraient de Twitter l'émanation de la Vox Populi. En revanche, je pense à ça parce que hier, j'ai pris une réaction de Bruno Retailleau qui était sur Twitter. Je me fiche qu'elle soit sur Twitter ou qu'il me l'ait envoyé par Pigeon Voyageur. En fait, c'est une déclaration officielle de Bruno Retailleau. Ça aurait été plus drôle par Pigeon Voyageur. Ça aurait été drôle. C'est vrai. Oui, mais quand même, il faut. Moi, je prends très au sérieux l'interpellation parce que je pense qu'on doit collectivement se désintoxiquer de certains réseaux sociaux. Oui, mais aussi tout le monde se le dit, personne ne le fait. Non, mais essayez au moins. Et on peut quand même dire que la pensée politique, c'est quand même que le niveau politique et donc la pensée politique s'est abîmé à ne vouloir faire passer des messages que par ce format. Moi, je préfère largement un communiqué de presse qui a été réfléchi, qui a été calibré, plutôt que quelques centaines de signes. Mais là où notre auditeur Olivier a raison, pardon de prendre mon exemple personnel, je suis sur... Mais je ne m'informe jamais sur Twitter. Ah non, ça c'est de la c'est pas de l'information. Non, mais c'est des réactions, vous allez chercher parfois des réactions à un événement. Sur mon compte, je donne mon point de vue, on m'engueule, c'est parfait. Mais je ne vais jamais... Tu t'engueules des fois. Je ne vais jamais m'informer. Et malheureusement, c'est le drame aujourd'hui des gens qui ne s'informent que là. Là, c'était Elisabeth, c'était le nombre de alors c'était très court au début, les messages Twitter. Aujourd'hui, heureusement, Elon Musk a allongé. Oui, mais enfin, 280 signes. Non, mais au moins, la parole est un petit peu plus... voilà, pardon, Elisabeth. Non, mais je voulais dire, c'est marrant parce que on me dit il faut se désintoxiquer. Mais en fait, moi, comme je suis journaliste, j'ai horreur de ça en fait. J'ai un compte Facebook où je ne vais jamais, je vais de temps en temps voir des choses. Twitter, je fais un tweet tous les 42 du mois. Je me force à y aller parce que la réalité, c'est que c'est très compliqué. Quand vous n'y êtes pas, quand vous n'y allez pas du tout, vous ratez beaucoup de choses. Donc en fait, je suis pas du tout... c'est quoi le mot français pour addict ? Intoxiqué. Merci. Mais je m'oblige à y aller parce que c'est très compliqué de faire ce boulot sans y aller. Olivier d'Artigol. Une actu va tomber, qu'elle soit hexagonale ou internationale. On va regarder qui réagit et qui dit quoi à travers les réseaux sociaux. C'est vrai d'abord. Puis après, on va avoir un second temps où on va être davantage sur la presse écrite, davantage sur des formats plus longs. Mais le premier penchant est d'aller fouiner sur les réseaux sociaux pour savoir qui a dit quoi. Non, mais c'est là que démarrent les buzz. Les buzz aussi démarrent des réseaux sociaux. Et avec la culture du clash. Et surtout, Twitter, c'est le casier judiciaire qui n'a pas de prescription de tout le monde. On vous sort une vidéo d'il y a 20 ans. Allez. Voyez ce qu'il avait dit. Olivier, vous vouliez réagir?
Oui, s'il est possible de réagir simplement. Donc, dont acte. On utilise ça maintenant. On est intoxiqué. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, par ces réseaux sociaux et par les modalités d'expression que ces réseaux sociaux proposent. Dont acte. Mais il serait quand même pas très compliqué d'en créer un destiné à l'expression politique officielle. Voilà, c'est pas très compliqué, que tout le monde suivrait, quitte à ce qu'ensuite les uns et les autres aillent sur d'autres plateformes. C'est une bonne idée. Oui, mais il y aurait les mêmes dérives. Ah bah non, là, si vous êtes sur un canal politique, non, vous pouvez pas. Elle serait soumise à la juridiction française. D'accord. Elle serait soumise à la juridiction vous avez raison. française. Non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Voilà. On va vous la piquer. Voilà. On va monter notre petite entreprise grâce à vous, Olivier. Merci beaucoup. On va la proposer sur Twitter. Non, je plaisante. Merci Olivier. Je plaisante. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci Olivier, merci Philippe Bilger, merci Elisabeth Lévy, merci Olivier d'Artigol. Ce fut encore un plaisir d'être avec vous. Dans un instant, avec Philippe David, on va parler des forêts. Tiens, voilà, les forêts qui se meurent, des forêts primaires. Vous savez qu'il n'y a plus de ce qu'on appelle une forêt primaire, c'est-à-dire que c'est une forêt qui est née d'elle-même sans la main de l'homme depuis 1850 en France. Et donc, il y a des entreprises, il y a des associations qui travaillent justement pour repeupler ces bois et on va faire 1 heure d'émission là-dessus. C'est très intéressant. Repeupler les forêts, alors ça c'est beau. Mon beau sapin, ça existe. Mon beau sapin, ça c'est une émission encore. qui va envoyer du bois. C'est uniquement le 24 décembre. Merci beaucoup et restez avec nous, on revient dans un instant. Allez, c'est des vrais Papou et Pivert.